Pour ce podcast numéro 7-là, j'ai décidé d'inviter Éric, mon chum, pour nous parler de ce qu'il fait travailler tous les jours. Tu sais, quand on parle d'investissement immobilier, d'habitude, on parle de plex, de 6 logements, duplex, triplex. Mais on parle pas souvent de parc de maisons mobiles. Puis Éric a décidé de se lancer là-dedans full pin. Fait qu'on va parler de ce sujet-là aujourd'hui. Puis on va vous expliquer c'est quoi à la base un parc de maisons mobiles. Après ça, on va parler de par où il a commencé, pourquoi il a décidé d'investir beaucoup là-dedans. On va parler des défis, de où il est rendu. Bref, on va couvrir le sujet pas mal au complet. Commençons par juste comprendre un peu c'est quoi un parc de maisons mobiles tout court. Je vais te laisser l'expliquer. Un parc de maisons mobiles, c'est une communauté moyenne d'environ 50 maisons, c'est-à-dire que le propriétaire possède le terrain, gère les infrastructures, réseau d'aqueduc, traitement de l'eau potable, traitement de l'eau usée, déneigement de la rue, les nids de poules, etc. Ouais. Les maisons mobiles appartiennent aux locataires, qui sont propriétaires, eux, de leur maison. C'est ça. Fait que toi, tu possèdes le terrain en tant que tel, puis tous les propriétaires de maisons sont tes locataires. Exact. Fait qu'en bout de ligne, dans un terrain, tu as en moyenne une cinquantaine de locataires. Le parc de maisons mobiles moyen au Québec va avoir une cinquantaine de maisons environ. Tu sais, juste par curiosité, pour situer un petit peu les gens, bon, là, ils louent le terrain, mais ils louent ça combien à peu près par mois, une place sur ton terrain? Le prix moyen de location, dans mes chiffres à moi, c'est 300 $. Mais après ça, ça va varier par secteur. À Saint-Sauveur, on est à 450 par mois. À Rimouski, on est à 120. À Saint-Albert, en Ontario, on est à 600, 615. Fait que ça va vraiment par secteur. Puis ce qui est différent aussi entre le Québec et l'Ontario, c'est qu'en Ontario, le prix de location est beaucoup plus élevé parce que c'est le propriétaire du parc de maisons mobiles qui reçoit la taxe municipale sur le terrain et sur les bâtiments qui n'y appartiennent pas, qui est rechargé indirectement à travers le loyer. Tandis qu'au Québec, je vais avoir la taxe municipale seulement pour le terrain. Puis chacun des propriétaires de maisons mobiles a sa taxe municipale. Pour sa maison. Pour sa maison. C'est ça. OK. C'est pour ça que ça varie, les loyers peuvent varier. Exact. Fait que là, tu parles, c'est ça, des parcs de maisons mobiles, 50 à peu près en moyenne par parc. Là, tu as combien de parcs, combien de locataires? On a 25 parcs de maisons mobiles qui répartis, ça donne 970 locataires. 970 locataires. Fait que tu as 970 loyers encaissés à chaque mois. Exact. C'est énorme. C'est énorme, tu sais. Mais avant de parler plus en détail de ce que ça t'apporte aujourd'hui puis toutes les raisons pourquoi tu es allé là-dedans, on va commencer par le début pour vraiment expliquer, dans le fond, hey, tu sais, pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans dans le parc de maisons mobiles. Dans le fond, fait, comment ça s'est passé l'achat de ton premier? Pourquoi tu as acheté ça? Puis, dans le fond, par où ça a commencé tout ça? Là? Le premier, écoute, je l'avais vu sur Centris, puis c'est quand même spécial parce que toutes les autres, je ne les ai pas achetés sur Centris, à quelques exceptions près. Mais j'avais vu ça sur Centris, puis je me souviens encore où j'étais quand j'ai vu ça dans mon lit, à regarder Centris comme un accro, comme à chaque fois, de tous les jours, depuis que je suis en immobilier. Puis je vois ça, l'annonce, puis je me dis... T'avais jamais vu ça? J'avais même jamais vu ça. J'avais même jamais été dans un parc de maisons mobiles. Je vois l'annonce, je me dis, ça dit terrain loué. Là, je dis, OK, des terrains loués. Je suis comme, OK. Mais pas un terrain loué. C'est affiché comme un terrain aussi. C'est affiché comme un terrain. Là, un terrain avec des revenus. Puis je me dis, attends une minute. C'est pas comme un camping, là. Les gens sont là toute l'année. C'est comme un immeuble à revenus. Ils sont là toute l'année. Ouais. Ils possèdent leur maison mobile. Je dis, attends, faut que j'aille voir ça. Faut que je regarde. Puis je me suis lancé. J'ai acheté un premier. Puis j'ai attendu, je te dirais, j'ai attendu 1 an avant de acheter un autre parce que j'ai dit, ben ouais, non, ça se peut pas. Parce que si ça serait si bon que ça... Pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Le monde en parlerait, là. Fait que j'ai attendu. Même les premiers mois, je me posais des questions. Je dis, ben non, ça n'a pas de bon sens. Je dis, tout le monde me paye un loyer, ils n'ont comme pas le choix parce que leur maison, elle vaut 150 000 sur un terrain qui ne leur appartient pas. Moi, j'étais habitué d'un bloc appartement. Des blocs appartements qui arrivaient le 1er juillet. Non, le 1er juillet arrivait, tu avais rénové des appartements, tu as retrouvé ça en mauvais état. Là, la maison est à eux autres. Fait que quand même qu'ils maganent la maison. C'est leur problème parce que c'est leur maison qui perd de la valeur, pas ton terrain. Est à eux. Puis de toute façon, les gens sont fiers de leur maison. Puis honnêtement, je te dirais que la plupart des maisons mobiles sont en très bon état et sont bien entretenues. C'est une autre catégorie de locataires. Ouais. Puis, je te dis, la première année du premier parc de maisons mobiles que j'ai acheté à Sorel en 2018, moi, j'en venais pas. Je vais attendre quelques mois parce que si c'est impossible que ça soit si beau que ça. Si c'est si beau que ça, tout le monde en parlerait. Mais finalement, le monde
au Québec connaissent pas ça. Puis tant mieux, parce que ça m'a pris... Ça t'a permis d'acheter les 24 autres. Ça m'a permis de prendre le marché en peu de temps, finalement. L'avantage de ça, c'est quand même ça. Puis aujourd'hui, ça me fait plaisir d'en parler. Mais tu sais, juste pour arrondir un petit peu les explications sur ton premier achat. Parce que même toi, tu as vu ça sur Centris, tu devais te demander comment qu'on achète ça, comment qu'on finance ça, puis tu sais, qu'est-ce que ça va donner. Fait que c'est quoi, comment ça s'est passé, puis comment tu as financé ça, surtout pour les gens qui se posent des questions. Hein? Avec Desjardins. Desjardins m'ont financé ça avec des règles de valeur économique comme un immeuble à revenu, mais avec des règles un peu différentes. Ça veut dire, on va dire, un ratio de couverture de dette de 1,25 amorti sur 20 ans avec le taux d'intérêt de l'époque. Fait que c'est... Voilà. Mais c'était pas rien de tant différent que ça. Il y avait des critères, des ratios différents, mais dans l'essentiel, ça se finançait comme un multilogement, mettons. Avec des critères différents. C'est sûr que dans le multiplex, tu peux peut-être aller chercher un ratio de couverture de dette de 1,10. Là, moi, c'est 1,25. C'est ça. Après ça, dans le multiplex, tu peux amortir maintenant sur 30 ans avec la CHL. Là, nous, il n'y a pas de CHL, c'est des prêts conventionnels. Fait qu'ils vont te faire un prêt valeur à 75 % si tu arrives avec un cap rate de 6 puis un ratio de couverture de dette de 1,25 amorti sur 20 ans. Mais c'est financé comme un multilogement et non comme un terrain que souvent, il faut que tu achètes cash. Non, c'est ça, parce qu'en bout de ligne, c'est des revenus. Exact, c'est ça. Ils considèrent les revenus. Ben, en fait, tout est dans ton prêt est basé sur tes revenus puis tes dépenses. Je te dirais qu'après un an, là, j'ai acheté le deuxième à Saint-Esprit. Puis quand j'ai pris un an, parce que j'ai dit, il faut que je fasse au moins 12 mois avant de prendre des décisions. Parce que c'est nouveau. C'est nouveau, personne n'en parle. J'ai dit, il faut moi-même que je le vive. Puis quand j'ai vu que, je veux dire, que tout était au feu vert, puis que, je veux dire, il y avait juste du positif. J'ai dit, OK, let's go, je me lance à temps plein, puis j'ai vendu tous mes immeubles à revenus. En fait, j'ai pris la décision en 2019 de tout vendre mes immeubles pour dire, je me lance là-dedans. All-in, juste les parcs de maisons mobiles. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté, après ça, en 2019, le deuxième, puis en 2020, j'en ai acheté 6 peut-être. Puis le gros, c'est fait justement, me semble, 2020, 2021, 2022. 2021, 2022. J'ai fait un partenariat d'affaires avec un de mes amis, puis là, on en a acheté 17 ensemble, plus les 8 premiers. Là, tu es rendu à 25 pour 960 locataires, comme tu as dit un petit peu plus tôt. C'est fou. Fait que là, en bout de ligne, tu en as acheté un, tu as attendu de voir comment ça se passait, tu as vendu toutes tes portes pour dire, moi, je m'en vais là-dedans all-in, parce que tu as clairement vu des extrêmement gros avantages à te lancer là-dedans all-in. Mais c'est quoi ces avantages-là? Bien, il y a aussi le fait que l'économie des dépenses d'entretien. Dans un immeuble à revenus, tu vas avoir un toit à faire, tu vas avoir un balcon à faire, tu vas avoir un logement à rénover. Là, le bâtiment appartient au locataire, donc c'est pas moi qui s'occupe de ça. Exact. La grosse avantage aussi, c'est que les dépenses de CAPEX, les grosses dépenses majeures que je vais avoir à faire en immobilisation, ça va être sur le réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout. Puis, je me suis aperçu, plus que le temps avançait, qu'il y avait des lois qui est tout à l'avantage, en fait, du propriétaire, mais pas tant à l'avantage, qui est gagnant-gagnant pour le propriétaire et le locataire. C'est-à-dire que la loi du ministère de l'Environnement qui vient réglementer le fait que quand tu investis de l'argent dans tes réseaux d'aqueduc puis d'égouts, puis traitement d'eau usée, puis traitement d'eau potable, bien, tu peux recharger 100 % de ta dépense au locataire avec un frais de gestion, avec intérêt en plus. Chose qui n'est pas possible sur des immeubles à revenus. Les immeubles à revenus, la grosse différence, c'est que quand tu vas faire un toit, une fenêtre, des fenêtres, un balcon, whatever, selon la loi du tribunal administratif du logement, tu vas reprendre ta dépense sur 40 ans. Tandis que la plus grosse dépense que tu as dans un parc de maisons mobiles, c'est pratiquement juste ça, en fait, c'est juste des dépenses d'aqueduc puis d'égout parce que les bâtisses ne sont pas à toi. Puis là, tu as la loi de ton côté qui te dit, ben écoute, investis, puis tu vas avoir le droit de le récupérer. Fait que ça l'encourage à maintenir les infrastructures, puis en même temps, c'est correct parce que c'est un service essentiel de l'eau potable. Fait que c'est un bel avantage dans le parc de maisons mobiles versus l'immeuble à revenus, clairement. Ben, en fait, c'est ce que tous les propriétaires de Plex aimeraient avoir. Là. Quand tu fais de l'investissement immobilier en bout de ligne, oui, c'est la passion, c'est que tu aimes ça, tu es allumé, tu es stimulé, mais il faut aussi que les chiffres balancent. Puis les parcs de maisons mobiles, l'avantage, ben c'est ça, c'est que, je veux dire, tes plus grosses dépenses, tu as le droit de les récupérer. Fait que ça, c'est un gros plus. L'autre plus, ben t'as pas de vacances. T'es tout le temps 100% loué. C'est-à-dire que nous, à chaque semaine, on a des gens qui appellent pour dire « Hey, je peux-tu avoir une maison dans ton parc de maisons mobiles? Je peux-tu m'acheter une maison, la mettre? » Je dis « Non, oublie ça. Nous, quand on agrandit un parc, c'est nous-mêmes. On a une petite équipe à l'interne qui bâtit des maisons. Ouais. On fait des maisons neuves, maisons mobiles neuves maintenant.
Puis, nous-mêmes, on va mettre la maison mobile, on va la revendre, puis on a un nouveau locataire en plus sur le terrain. Là. Dans un contexte d'un marché locatif qui est comme en ce moment, c'est-à-dire c'est pas difficile de trouver un locataire, on s'entend pour un propriétaire de Plex, peut-être que l'avantage qu'on peut y voir aussi, c'est pas toi qui s'en occupe, là. C'est le locataire qui vend sa maison, donc qui trouve ton nouveau locataire, qui est le nouveau propriétaire de maison. Premièrement, tu t'en occupes pas. Puis deuxièmement, c'est du monde qui peuvent quand même acheter une maison. Là. Fait que c'est du monde qui ont un bon crédit, puis c'est du monde qui sont au moins un minimum en moyen. Là. Une maison mobile, ça vaut combien en moyenne dans tes parcs? Une maison mobile va valoir 150 000. Fait que oui, c'est une belle clientèle. Puis l'autre chose, c'est que ça m'amène à dire que quand la personne veut déménager, elle va s'engager un courtier immobilier pour vendre sa maison mobile. Puis advenant le cas où le loyer ne serait pas payé, mais ce qui est quand même très, très rare, bien, le notaire qui fait la transaction va nous écrire, va nous contacter pour nous demander si les loyers sont à jour, sont payés avant de faire la transaction. Donc, on n'en fait pas de perte de loyer. C'est quand tu es propriétaire du terrain puis que la maison est à lui, puis que nous, on ne possède pas la maison mobile, je peux pas perdre un loyer. Fait que ça, c'est fantastique. Ouais, parce que le notaire, pour faire la vente, n'a pas le choix de s'assurer qu'il vend la maison avec aucune dette, zéro dette, pour pas que le futur propriétaire se ramasse avec ça. Fait que, comme tu dis, aucune chance que tu ne perdes même pas juste un mois. En fait, c'est fou, là. Ce qui arrive souvent, c'est qu'exemple, dans quelques cas, des fois, on va se rendre au tribunal administratif du logement parce que c'est eux qui réglementent quand même les parcs de maisons mobiles, à part pour les dépenses d'aqueduc et d'égout. Mais le point de vue que si tu veux expulser un locataire parce qu'il ne paierait pas, bien, ça nous est arrivé des fois de se rendre là. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que le créancier va nous écrire pour nous dire, écoute, on veut pas que tu sortes la maison, on va mettre les loyers à jour. Ouais. Fait que les créanciers des banques, les créanciers de la maison mobile nous écrivent pour dire on va payer tes loyers à jour. Oui, parce que le locataire, quand il est en défaut de paiement, soit est en défaut de paiement sur sa créance sur sa maison. Fait que c'est un ensemble. Fait qu'en bout de ligne, c'est la reprise qui te rembourse. Mais toi, la reprise, la banque peut finir par perdre de l'argent, mais toi, tu n'en perdras jamais. Ben non, parce que. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sortes la maison. Parce qu'ils ils perdent tout. Quand même que le gars ne paierait pas pendant 6 mois 300 $, exemple, ben en bout de ligne, c'est sûr qu'il va vendre sa maison pour beaucoup plus que le loyer qu'il me doit. Ouais. Fait que c'est sûr que nous autres, c'est un gros plus. On est toujours payés, on ne fait pas de mauvaises créances. Puis tu sais, moi je te connais, puis je le sais, puis je te vois aller. Là, on s'entend, là, tu es super passionné par rapport à ça, mais c'est pas les parcs de maisons mobiles en tant que tels ou la gestion des locataires des parcs de maisons mobiles qui te passionne, c'est plus les stratégies puis les moves financiers que tu peux faire en arrière de ça qui te drive, là. Fait que tu sais, raconte-nous donc des bons moves que tu as fait. Bien, c'est sûr, tu as raison, parce que c'est plus le développement, l'optimisation, la croissance, c'est vraiment plus ça qui m'allume, t'sais. Fait que oui, parce que, tu sais, mettons, je pars du premier à Sorel. Sorel, c'était un excellent achat. C'était le premier, puis, écoute, même encore aujourd'hui, il y a toujours l'optimisation à faire à chaque parc, puis il y en a tellement que je ne saurais même pas par où commencer, mais mettons que je veux garder ça simple, là. Le premier à Sorel, là, j'ai acheté une petite maison à côté. Là, on a fait une sortie supplémentaire pour aller sur le chemin des Patriotes. Les locataires chialaient qui devaient c'était loin de sortir du parc. Oui, mais là, grâce à ça, c'est que c'est un nouveau service. Fait que le tribunal administratif du logement, ce qu'il dit, c'est quand tu as un nouveau service, c'est 100 % tu as le droit d'augmenter ton loyer. Fait que là, grâce à ça, la première année, j'ai augmenté le loyer de, je pense, 10-15 % en achetant un petit terrain à côté à 60 000. Puis tu sais, quand on dit augmenter les loyers, quand tu pars et tu as des loyers à 170 $, là, quand même que tu les augmentes à 180 $, là, je veux dire, on est encore en dessous de la capacité de la personne de payer. On s'entend, là. Oh ouais. Mais là où je veux en venir avec ça, c'est que ce parc de maison mobile-là, moi, j'arrive là, puis il existe depuis comme sûrement 40 ans. Je regarde le parc, puis je suis comme... Il y a toute une section de terrain en arrière qui n'est pas exploitée. Je dis, ouais, non, au bord du fleuve. Au bord du fleuve, pas exploité. Je dis, c'est une blague ou quoi? Ouais. Puis là, je vois qu'il y a... Plus loin, il y a une rue de belles maisons qui donne des maisons sur le bord de l'eau. Je dis, OK, attends une minute, là. Je dis, on peut juste découper le terrain, puis après ça, faire 5 clos. Continuer la rue qui est à côté. Puis les gens vont pouvoir se construire des belles maisons sur le bord de l'eau. Puis là, on a séparé ça du parc de maisons mobiles. Mais écoute, le prix que j'ai vendu, là, c'était en 2018, c'est pas le marché d'aujourd'hui, mais tu sais, le prix que j'ai vendu, là, j'ai récupéré la moitié de mon prix d'achat du parc de maisons mobiles. Juste en vendant les terrains dans le bout. Puis attends, j'avais les mêmes revenus. Puis attends, je venais d'augmenter mes revenus de 15 %. Fait que là, tu es allé voir la banque puis t'ont refinancé à 100 %. Tu as tout récupéré ton argent. Là, en fait,
c'est que là, je préparais, avant de refinancer celui-là, parce que je ne l'ai pas refinancé tout de suite, je préparais mon deuxième achat qui était Saint-Esprit. Puis Saint-Esprit, je n'avais pas encore refinancé Sorel parce que tout n'était pas réglé encore avec Sorel. Parce qu'il faut dire que la séparation du terrain, dans le fond, je l'ai faite à la deuxième année. C'est long faire ça. Mais bref, Saint-Esprit, ça a coûté, je pense, 1 million, 1,1 la première année, acheter ça. Mais j'ai acheté ça... J'ai acheté ça avec 15 000 là. Ouais. Ben, parce que là, on part qu'en 2018, je pars du début. Là, je veux dire, avant, j'avais juste 50 portes. C'est-à-dire que pour partir la roue, il fallait faire des bons coups un après l'autre. Puis c'est-à-dire que j'étais allé voir mon comptable. Il m'a fait un prêt privé en deuxième rang sur Sorel de 150 000. Puis ça prenait, je pense, 250-300 000 de mise de fonds pour Saint-Esprit. Lui, il m'a prêté 150 000, je l'ai mis là-dessus. Puis après ça, j'ai fait un solde de prix de vente avec le vendeur. Pour la balance. Pour la balance. Puis, j'ai repris son prêt existant aussi au vendeur. Bref, je me suis ramassé chez le notaire, il fallait que je sorte 10-15 000, puis je venais d'acheter ça à 1 million. Mais le point, c'est que c'est pas ça. C'est que dès la première année, mettons, j'ai réglé des problèmes de fosse septique, j'ai réglé des problèmes qu'il y avait sur la rue, les infrastructures. Il fallait mettre un autre 100 000, 150 000 en travaux rapidement. Puis là, ça, ce que je me suis aperçu, que je m'en ai même pas aperçu au début, c'est qu'en reprenant le prêt du vendeur, bien lui, son solde était plus bas que le prêt qui avait été autorisé par Desjardins au départ. Alors moi, j'ai juste appelé Desjardins et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai un prêt enregistré plus haut. Je comprends que j'ai repris la dette du vendeur, mais le prix est enregistré, il est plus haut. Je dis, tant qu'à ça, je vais prendre la balance. Fait qu'ils m'ont redonné la balance de 150 000. Fait que là, attends, je viens d'acheter un pack de maison mobile, 15 000 puis on me redonne 150 000, je m'en sers, je mets ça pour les travaux. Là, je mets ça pour les travaux, je crée de la valeur. Tu as augmenté le loyer. J'augmente les loyers, je crée de la valeur, puis je l'avais payé quand même pas cher. Écoute, je capotais, là. 12 mois après l'achat de Saint-Esprit, je refinance le parc, je leur fais évaluer. Desjardins me redépose 800 000 suite au refinancement. 800 000. Là, on est rendu au deuxième parc. Puis ton premier prêt, il était à combien? Le premier prêt, il était à 750. Fait que tu as remboursé ton prêt privé. Ah oui, j'ai tout remboursé avec ça. Tu as remboursé sur le prix de vente. Fait que dans le fond, c'est comme si tu avais acheté 100 000 de fonds, ou à peine. Ben oui, exact, mais c'est surtout redonner d'autres argent pour continuer la roue. Mais là, après ça, j'en ai acheté comme ça 6 autres en 2 ans. Là. C'est-à-dire que un autre qui est très, très bon, Saint-André d'Argenteuil, Colin, ça n'a aucun bon sens. Lui, c'est ton meilleur, overall. J'ai payé le pack 750 000. Puis aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, j'ai acheté ça en 2020. Mais là, en 2020, dès l'achat, j'ai agrandi le parc parce que les infrastructures le permettaient. Il n'avait jamais été exploité. En fait, le parc de Saint-André-d'Argenteuil, ce qui est hot, c'est qu'il est situé sur une île. Qu'on avait découvert quand on allait se promener en moto. On se promenait de même random, puis il a vu ce parc de maison mobile-là, puis y avait-tu une enseigne à vendre par propriétaire? Non, il était 0 à vendre, j'ai sollicité. OK, ouais. Fait que j'ai juste tombé en amour avec cette place-là. C'est une île, c'est tellement hot. C'est l'île aux chats que ça s'appelle. C'est tout contourné par une belle rivière. Puis, moi, j'ai acheté ça d'une succession. Je les ai sollicités. Le timing était bon. J'ai payé 750 000 pour le parc de maison mobile au complet, mais un parc sous-exploité. C'est-à-dire que les infrastructures d'aqueduc et d'égout avaient été faites pour, 70 sites. Là, moi, je suis arrivé là la première fois, j'ai engagé mon excavateur. On a ouvert pour 20 nouveaux terrains. Mais 20 nouveaux terrains que tu loues à 300 $ chacun, là. Plus que tu as construit une maison. Par mois, fois 12, plus qu'on a construit des maisons, puis que tu revends, puis que tu fais un profit par maison mobile. Puis ça, c'était juste la partie du parc de maison mobile, mais après, tout ce qui était sur le bord de l'eau. C'était vendu en terrain pour que les gens se bâtissent. Parce que c'était pas zoné maison mobile, c'était zoné unifamilial. Fait que là, j'ai tout vendu. Et je vendais les terrains sur le bord de l'eau à coût de 80 000 sur le bord de l'eau, 80, 70, 80, 90. C'est n'importe quoi. J'ai payé le parc 750. Ah oui, puis dans le parc à 750, ça venait avec des maisons que j'ai revendu des maisons 130 000, 120 000. Je n'ai revendu une coupe de même. Écoute, mon prix d'achat de 750 000, une fois, je pense que ce prix d'achat-là de 750 000, je me l'ai fait rembourser 2 fois. Un peu plus. Ah ouais. Un peu plus. Puis aujourd'hui, il est remboursé, évidemment, au complet sur papier, façon de parler. Mais le point, c'est qu'aujourd'hui, il rapporte encore 107 000 bruts, là. Ouais. Puis j'ai repris tout mon argent x2, x3, là. Mais des comme ça, c'est que ça part la balle
pour d'autres projets. C'est ça. T'sais, ça part le bal pour d'autres. Puis ça part... Après ça, c'est que ça te permet aussi d'acheter des packs de maison mobile que il y a moins d'optimisation à faire, mais que tu l'achètes, lui, sur un long shot, tu sais. Ouais. Mettons, Elles ne sont pas toutes de même. Là. Non, écoute, elles ne sont pas toutes de même. Mais mettons, quand j'ai acheté le parc de maison mobile de Saint-Sauveur au pied des pentes, là, il n'y en avait pas d'optimisation à faire. Puis il y avait beaucoup d'argent à... Mais c'est Saint-Sauveur. Mais c'est Saint-Sauveur, mais... Fait que, tu sais... Ouais. Fait que quand tu fais des bons coups, ça te permet après de prendre l'argent et de dire, OK, c'est correct, ça là, c'est comme, on va dire... un achat trophée, si on veut, parce que je suis fier de l'avoir, je l'aime, tout ça. Et tu sais que, de toute façon, au long terme, c'est un coup de circuit là, assuré à cause de la localisation. Ah, ben oui, ben oui. Mais c'est à long terme et non à court terme. Aujourd'hui, de toute façon, ce parc-là, les terrains sont loués 450 par mois, à peu près, de mémoire, fois 65. Ça rapporte à peu près 350 000 par année brut. Mais juste le pied carré du terrain vaut plus cher que les revenus. Même malgré les revenus sont élevés. Même si les revenus sont élevés. Puis ça, j'en ai un autre comme ça aussi que j'ai fait. OK, ça, c'est un achat coup de cœur, un achat que tu achètes parce qu'il y a une valeur cachée en arrière. C'est ça qui est le fun d'un parc de maison mobile. Tu as une valeur cachée. Tu sais, le parc d'Alexandria en Ontario, là, il y a 2 millions de pieds carrés zonés résidentiels. 2 millions de pieds carrés zonés résidentiels. J'ai payé ce parc-là 2,3 millions pour 185 000 de revenus bruts à l'époque. Mais le point, c'est que, OK, oui, à un moment donné, tu peux faire de quoi avec ça. Les chiffres disent que c'est serré, les revenus, puis le prix d'achat, puis tout ça. Mais fais cette calculatrice, 2 millions de pieds carrés, puis mets un prix de pieds carrés ridicule à... Ouais. Mets un prix de pieds carrés à 2 millions de pieds carrés à 15 $, là, ou 10 $. Là. Oui, une fois séparés en lot de 20 000 pieds carrés, admettons. Puis, ouais. Il y a des valeurs cachées dans les parcs de maisons mobiles, puis le monde n'a pas réalisé ça, puis tant mieux pour moi dans les dernières années. Puis je vous parlerai de d'autres parcs de maisons mobiles où ce que... Tu as aussi eu des parcs de maisons mobiles cauchemars. Oui, les réseaux d'aqueduc. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. C'est sûr qu'on a des problèmes avec ça. C'est sûr que c'est des parcs cauchemars parce que là, il faut que tu sortes de la grosse argent pour réparer ça. Mais au moins, on peut aller leur chercher grâce à la loi du ministère de l'Environnement. Ça te donne des défis sur le coût, mais une fois réglé, c'est que c'est beaucoup de... L'affaire avec les parcs de maisons mobiles, c'est quand tu as des travaux à faire, ça te coûte cher l'achat. Oui, mais quand c'est réglé pour longtemps. Exact. Mais quand c'est réglé, c'est ça. Quand c'est réglé pour longtemps. Parce qu'à un moment donné, quand tu l'as arrangé la conduite d'aqueduc puis tu l'as arrangé le conduit d'égout, là, ben, il est réglé pour au moins 30 ans. Là. Ah ouais. Mais après ça aussi, c'est qu'il faut que tu saches que quand on n'a pas l'eau de la ville, ben on est réglementé. Là. Nous, là, tous ceux qu'on n'a pas l'eau de la ville, à chaque 2 semaines, il faut fournir la preuve au ministère de l'Environnement du Québec et au ministère de l'Environnement de l'Ontario à l'effet on fournit la preuve qu'on fournit de l'eau potable. Là, fait que c'est très réglementé, là, puis c'est correct aussi. Oui. Hey, fait que là, ça donne un bon aperçu de quelques-uns, puis de bons coups, de moins bons coups, peu importe. Puis là, je suis curieuse qu'on finisse en disant juste, toi, considérant que justement, tu sais, les maisons mobiles, c'est pas cher avec la montée des prix de l'immobilier, l'inaccessibilité aux gens d'être propriétaires, comment tu vois ça? Tu sais, il devrait plus en avoir. Puis, tu penses-tu que c'est possible qu'il y en ait plus dans le futur à cause de comment les municipalités voient ça, tu sais? Bien, en fait, plusieurs réponses à cette question-là. Moi, premièrement, comment je vois ça dans le futur, il y aura toujours du monde pour du pas cher. Bien, c'est ça. Peu importe comment l'économie va aller, que l'économie aille bien ou que l'économie aille pas bien, il y aura toujours du monde pour du pas cher. Au même titre qu'il y aura toujours du monde qui va aller chez Dollarama, même quand ça va bien, puis même quand ça va mal. Fait que, tu sais, s'il y en avait plus, ça se vendrait de même, là. C'est sûr que s'il y en aurait plus, pour vrai, ça sortirait comme ça. Parce que là, nous, on est capable de vendre des maisons mobiles neuves, faites avec le code du bâtiment d'aujourd'hui pour 200 000 là. Ouais. Puis on parle d'une maison mobile vraiment wow, là. C'est-à-dire que, comme je dis... T'es fier de vivre là. C'est très beau, exactement. Ça a comme 900 pieds carrés. C'est fait selon le code du bâtiment d'aujourd'hui. Puis pour 200 000 t'as quoi aujourd'hui, là? T'as même pas un condo. Bien, c'est ça. En tout cas. C'est exactement. Donc, c'était quoi la question? Bien, la question, c'est comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y en ait plus ou les municipalités veulent vraiment rien savoir de ça parce que c'est pas mal ça? Bien, en fait, moi, je pense pas que c'est possible d'en avoir plus parce que les municipalités sont toutes fermées. Puis déjà, je penserais pas parce que déjà, quand on veut agrandir, c'est compliqué, mais ils sont plus ouverts depuis que les villes sont conscients que c'est difficile, l'accessibilité à la propriété. Il y a beaucoup de villes qui nous disaient non avant pour agrandir, puis que maintenant, ils nous ont dit oui parce qu'ils sont conscients qu'on est quand même une méchante belle alternative. Fait que
juste agrandir, c'est compliqué. Fait que imagine quand tu me dis d'en ouvrir un nouveau, je pense qu'il y a encore une connotation négative associée au parc de maisons mobiles. Puis c'est probablement pour ça que les investisseurs immobiliers, c'est moins sexy de dire j'ai un parc de maisons mobiles qu'un immeuble à revenus. Puis une ville dit c'est pas sexy annoncer à la population qu'on ouvre un parc de maisons mobiles. Dans le fond, c'est que ça paraît pas bien, c'est pas beau, c'est pas wow. Bien, ça a une connotation négative parce que c'est pas assez connu. Le monde, il réalise pas que finalement, tabarouette, je vais te dire de quoi, là, moi, le nombre de retraités qui achètent des parcs de maisons mobiles, ils sont très beaux en plus, qui viennent d'un bungalow qu'ils ont vendu à 500 000, qui veulent pas aller dans un appartement parce qu'un appartement, ils veulent pas de voisins en haut, ils veulent pas de voisins en bas. Ils veulent plus de sous-sol du bungalow, ils trouvent le bungalow trop grand. Puis là, ils arrivent dans une maison mobile, ils ont encore leur cour, comme tu dis. Ils n'ont pas de voisins, ils sont pas entourés comme dans un bloc appartement. Ça va en fleurir de l'hiver. Fait que leur petit spot l'été. Non, mais pour vrai, il y a plein d'avantages là, pour les locataires. Oui. Tout est dans la façon dont c'est aménagé et la façon dont c'est entretenu. Moi, je pense que, justement, ça a été mal vu avant, ça a une mauvaise réputation, mais tu regardes n'importe où au Canada anglais, qu'il y en a vraiment plus. Aux États-Unis, ça pleut des parcs de maisons mobiles. Il n'y aurait pas de raison qu'on ne puisse pas en ouvrir plus. Je pense que ça pourrait être bon pour la population. Mais ça m'amène à un point, parce que aller sur Google, puis aller écrire Mobile Home Park US ou écrire Mobile Home Park Investment, puis vous allez voir que le Canada anglais, puis les États-Unis, les investisseurs ont compris qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ils ont vraiment compris. Il y a des gros joueurs qui sont à là, c'est rendu qu'aux États-Unis, c'est juste des fonds privés qu'il y a là-dedans. Là. C'est juste des fonds privés. Là. Des fonds privés, c'est plus mom and pops. Là. C'est plus les grands-mères puis les grands-papas qui ont ça. Là. C'est les grosses firmes d'investissement qui ont les parcs de maisons mobiles aux États-Unis. Puis d'ailleurs, un des plus grands propriétaires de parcs de maisons mobiles aux États-Unis, c'est Warren Buffett. Fait que, faites des recherches là-dessus, vous allez voir, il y a une opportunité qui n'est pas comprise encore. Oui. Puis on devrait encourager les municipalités à développer ce beau créneau pour les investisseurs, c'est intéressant, mais aussi pour les gens locataires qui veulent aussi. Et pour les locataires, c'est ça, les gens qui veulent devenir propriétaires d'une maison, qui n'ont pas les moyens d'acheter plus cher que 200 000 $. Exact. Les gens nous écoutent et se disent « Ah, ben ouais, Colin, il a appris ça où, tout ça, lui-là? » Là. Tu sais, t'as appris. Où est-ce que tu vas chercher tes connaissances, bébé? Bien, en fait, tu apprends un peu sur le tas, façon de parler, et puis tu développes tes connaissances. Ça va paraître spécial à dire, mais aujourd'hui, ma notaire, c'est la référence parmi tous les notaires pour les maisons mobiles. Parce qu'elle a fait toutes tes transactions. Oui, puis en plus, nous autres, on vend à peu près une quinzaine de maisons mobiles par année qu'on flippe. Puis ils prennent notre notaire. Fait qu'elle est devenue un peu l'experte parce que c'est un créneau qui est peu connu. Fait que quand tu en fais beaucoup, tu deviens vite l'expert. T'sais, au même titre que mon évaluateur agréé s'est rendu la référence parce qu'il fait juste de ça. Ouais. Au même titre que mon avocat, maintenant, les lois du ministère de l'Environnement, il les connaît comme ça. Mais il a fallu qu'il aille chercher l'information lui-même, qu'il s'informe, qu'il lise, qu'il s'instruise. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais si un sujet t'intéresse, tu t'informes. Puis en bout de ligne, tu deviens un pro. Oui. C'est un peu ça. Ouais. Puis là, tu parles des évaluateurs agréés, notaires, etc., mais tu as d'autres personnes quand même qui t'aident au quotidien là-dedans? Ah ben là, c'est sûr, parce que gérer tout ça, en fait, c'est qu'on ne fait pas juste gérer les 1000 locations, c'est qu'on optimise chaque jour. Il y a tellement d'optimisation. J'ai 2 chargés de projet au bureau à temps plein, comme ils ont de la job par-dessus les oreilles, juste à optimiser. J'ai 3 gars de construction à l'année sur le Payroll, CCQ. Ils ont de la job. Puis, on a une entente avec eux. À chaque mois, ils vont à l'extérieur. À l'extérieur, ça veut dire ils vont à Mont-Laurier, ils vont à Shefford, on les promène d'une place à l'autre. J'ai 3 adjointes aussi administratives. Fait que oui, c'est sûr que ça prend de l'aide parce que c'est impossible à gérer ça tout seul. Bien, t'as monté ça. T'en as monté à devenir une entreprise, dans le fond, littéralement. Oui, c'est pas juste d'investissement passif, là. C'est vraiment une entreprise roulante, là. Puis c'est drôle de dire ça parce que ça me fait penser que quand je voulais lâcher le courtage immobilier, à l'époque, je ne me souviens plus quelle année, là, 2020. En 2020, je lâchais le courtage immobilier. Ça allait très bien, là. Je veux dire, on s'entend que fallait que j'aille les guts de lâcher le revenu que je faisais là. Et puis je m'en souviens, je disais à ma blonde, j'ai dit, Colin, hey, imagine, je lâche le courtage pour partir investisseur immobilier à temps plein. Je me demande si je vais avoir quelque chose à m'occuper. Ouais. Pour moi-même, à 40 heures, j'avais peur de ne pas être capable de m'occuper 40 heures semaine en 2020.
Puis en 2025, on est rendu, on est rendu 8 à s'occuper de ce business-là. Tu pensais jamais devoir engager autant de monde. Tu avais de la misère à penser à t'occuper toi-même. Exact, c'est ça le point. En peu de temps, en 5 ans, là, quand même. Ouais, là. Exact. Fait que là, on arrive vers la fin, mais ça me fait. J'ai un flash sur quelque chose que tu as dit un petit peu plus tôt. Tu en as 8 toutes seules, des parcs de maisons mobiles, les autres, tu es en partenariat. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu faire un partenariat? Puis, tu sais, je pense que tout le monde serait intéressé de savoir, selon toi, c'est quoi les critères d'un bon partenaire? Bien, la raison principale du partenariat, c'était la croissance. Parce que déjà là, 2019-2020, j'en ai acheté 6 en 2 ans toute seule. Fait qu'à un moment donné, pour ouvrir les valves, puis aller plus vite, puis grossir, puis prendre la croissance, puis prendre le marché, puis surtout qu'à l'époque, je voulais vite aller parce que je me suis dit que quelqu'un d'autre va avoir l'opportunité, tu sais. Fait que... puis le critère numéro 1, c'est la confiance. Le critère numéro 1, c'est la confiance. Puis le critère numéro 2, c'est les rôles définis. Je pense que ça part de ça. Puis quand je dis la confiance, bien, tu sais, mon partner, on est amis à la base. Fait qu'à partir de là, ça va toujours être l'amitié avant l'argent. Ça va toujours être nos principes, nos valeurs avant n'importe quoi. Fait que ça rend les choses faciles. Puis aussi, pour vous connaître les deux, vous avez des personnalités complémentaires. Je pense que 2 têtes fortes qui veulent décider, qui veulent contrôler, qui veulent aller dans une direction, ça peut des fois faire des frictions. T'sais? Oui, mais lui, de toute façon, il a déjà sa grosse business qui va bien. Puis, tu sais, son rôle a été de fournir de l'argent pour faire la croissance rapide pour les 17 autres. Puis, à partir de là, moi, mon rôle a été d'optimiser ça, faire des bonnes achats. Faire de l'argent avec son argent. Oui, il faire un rendement, c'est-à-dire que les rôles étaient définis. Oui. Tout le monde doit se dire, ça doit être rare parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis là, en plus, les gens ne mettent pas ça sur Centris. Fait que... Exact. Il y en a à peu près 115 parcs de maisons mobiles au Québec. Dans tout le Québec. Dans tout le Québec. Puis là, rendu là, on s'entend que ceux qu'on n'a pas achetés, c'est qu'ils ne voulaient pas vendre. Oui. Tu les as tous appelés. Tu les as tous appelés, tu as réussi à en acheter 25. C'est quand même genre le quart un peu de ce qui est disponible. Mais là, tu as décidé d'en vendre. Oui, parce que là, en fait, moi, je suis allumé, je suis stimulé par un nouveau projet. Fait que c'est sûr que... Un jour, on va vous parler d'autres choses. j'ai pris la décision de faciliter la gestion. Je veux que les parcs de maisons mobiles, ça soit encore plus facile que facile à gérer. Fait que je me suis dit, on va diminuer un petit peu pour aller rechercher de l'équité de certains parcs. J'en ai affiché 9, en fait. 9 à vendre. Oui, en package, là. Fait qu'il y en a des disponibles s'il y en a des intéressés. Fait que, ça, le but de ça, c'est de se lancer dans un nouveau projet, dans le fond. Oui, exactement. C'est en plein ça. Cool. Fait que là, je pense que ça fait vraiment pas mal le tour. Si vous avez aimé le contenu, likez le podcast, s'il vous plaît. Puis si vous avez des questions pour Éric, pour moi, peu importe, commentez. Ça va nous faire super plaisir de vous répondre. Puis peut-être qu'on pourrait faire une version 2 en formule Q&A si jamais les questions sont nombreuses. À suivre. À suivre.